podcast. Un peu de silence, s'il vous plaît. Avec le concours de Jean Negroni, Hubert Bution, Suzanne Michel, Catherine Georges, Robert Maufra, un conte de José Pivin. Fermez vos cahiers. Un petit coup de poing sur l'œil. Un soir d'automne, roux comme un écureuil, Antoine Coquelet, ayant construit lui-même son chalet de sapin, s'assit sur un rondin et poussa un soupir. Ce soupir était si puissant qu'une feuille morte tapie entre ses pieds quitta la plateforme devant l'habitation, survola un lac gris qu'un bateau à vapeur traversait en laissant un sillage, et ne s'arrêta que sur les pentes escarpées qui bordaient l'autre rive. Antoine Coquelet était certainement l'homme le plus fort du monde. On l'appelait Fortissimo. Si Fortissimo avait bâti sa rustique habitation à l'écart des villages et des vignes, sur une colline pierreuse entourée de forêts qui dominaient le vaste lac, c'est que personne ne pouvait être son véritable ami. Les villageois avaient trop peur de sa force, et quand il secouait, même en riant, ses cheveux rutilants comme les graines d'oseille sauvage, chacun s'attendait à entendre le tonnerre quelques instants après. Son seul compagnon était un grand rocher auquel il avait adossé sa demeure. De temps en temps, il appuyait ses paumes sur la pierre grise, adoucie par la pluie, tiédie par le soleil, et il caressait le rocher en pensant à sa forme qui était celle d'un cœur. Les soirs de beau temps, les habitants des bords du lac et les pêcheurs voyaient se découper l'énorme cœur de pierre, tout rouge au soleil couchant, et les filles se disaient « Il est trop grand pour moi ». Et elles tremblaient et se penchaient vers des jeunes gens qui sentaient le savon frais. Les vieilles, elles, marmottaient le menton sur leur canne. « C'est le cœur d'un homme qui a tué un ours d'un petit coup de poing sur l'œil. » Pour ces raisons, et par métier, il était bûcheron, aussi par manque d'attrait, Fortissimo avait peu de contact avec les autres hommes. Il passait des jours et des jours seul, à couper les arbres marqués par les gardes. Il leur enlevait les branches et l'écorce, et les abandonnait à terre après un regard vainqueur, laissant au roulier le soin de les emporter. Puis, il regagnait son chalet, allumait sa pipe, et la fumée de tabac parfumait sa gorge, soutenue par la colonnade de ses muscles, ses narines en terrier, et son rocher en forme de cœur. De là-haut, Fortissimo voyait le lac miroitant comme une simple surface de lumière sous les rayons obliques du soir et du matin, ou profond et vibrant sous les nuages passants, et lorsque les montagnes agrandissaient leurs ombres loin des rives. Et Fortissimo se disait « Quand je pense à toutes les pierres qu'il faudrait y lancer pour le combler, mon rocher n'y tiendrait pas plus de place qu'un gravier dans une mare et servirait à peine d'abri à quelques lottes des profondeurs. » Souvent aussi, Fortissimo tournait la tête vers les forêts, et il regardait les bourgeons venir habiter le haut des branches, devenir feuilles vertes qui agitaient leurs innombrables doigts, tantôt comme signe de joie qui le rendait inconsciemment jaloux, tantôt comme des appels au secours. Il s'appuyait alors au rocher en forme de cœur, immobile près de lui, comme un chien qui ne remarquait rien, et Antoine se rassurait. Il avait mal compris les mouvements de la forêt, puisque son cœur ne s'agitait pas. Et la forêt devenait rousse, puis
perdait ses feuilles et n'était plus qu'une étendue de forêt d'écriture, lettres abandonnées dont la neige rendait quelquefois les signes plus visibles. Il souriait alors, près de son rocher, tandis que la cheminée du chalet de montagne, les farfalous ouverts, laissait échapper une fumée blanche, à odeur de résine, qui faisait croire de loin que c'était le grand cœur de pierre qui fumait dans l'air vif. Car Fortissimo commençait à croire, comme les filles du village, que c'était vraiment son cœur qui, n'ayant pas assez de place dans sa poitrine, était devenu cet énorme rocher aux formes arrondies. Un jour d'été, Fortissimo ouvrit ses fenêtres. Le fouillis des arbres verts s'étendait derrière son chalet. Il accouda ses bras velus sur le bord de la caisse de géranium et, soudain, ses narines s'agrandirent. Le vert des feuilles s'était mis à sentir la robe neuve. Fortissimo resta quelques instants étourdi à respirer le vert chauffé de la forêt. Jamais l'appel n'avait été aussi précis et aussi énergique. Même le rocher aux formes sensibles avait dû le ressentir. Le bûcheron en était tellement certain qu'il sortit. L'odeur de verdure et de jupe récemment repassée était proche, mais elle était partout présente et trompeuse en même temps. Cette fois-ci, il se passe quelque chose dans la forêt. Ma cognée la plus lourde, la plus tranchante. On verra. On verra. On verra. Que Fortissimo voulait-il voir? Il n'en savait rien. On le vit traverser le village voisin à grandes enjambées, sans répondre aux habitants étonnés qui lui demandaient où il allait si vite, et marmonnant entre ses dents. On verra. On verra. Fortissimo s'avance dans la forêt, de plus en plus loin, sans s'apercevoir qu'il perd son chemin. Il ne s'en rend pas compte parce que les sentiers des sous-bois sont partout les mêmes, toujours bordés de myrtilles aux baies bleues et d'érelles aux baies rouges. De temps en temps, on se cogne contre une racine qui traverse le sentier comme un serpent, ou bien il faut écarter des gerbes de fougères. Mais cela n'a rien de surprenant, car il y a partout des fougères et des racines dans les bois. D'ailleurs, cela lui est bien égal de perdre le chemin des villages. Partout, il se sent guidé par un vent qui ne souffle pas, et il lui semble qu'il s'approche. Les écureuils passent plus près de lui maintenant. Les grosses mouches à tête bleue ou rouge, d'habitude harcelantes, montent et descendent dans les rayons de soleil, comme des pinceaux de couleur le long d'un mur à peindre, et ne s'occupent pas de lui. Les bourdons portent d'indéfinissables nouvelles de fleur en fleur, paisiblement, indifférents. Fortissimo marche tantôt sur de la mousse, tantôt sur d'anciennes feuilles sèches, et arrive ainsi dans une région de haute futaie qu'il connaît bien. Il s'attendrit. Mais les rejets sont devenus des arbres. Tout grandit. La hutte que j'avais construite pour me mettre à l'abri doit être là, entre les frênes que j'avais épargnées. Fortissimo avance maintenant à travers bois. Sa poitrine écarte les branches basses qui fouettent l'air derrière lui. Le voici maintenant dans une clairière où se dresse une maisonnette au toit enfoncé jusqu'au ras des fenêtres. Quelqu'un a dû s'en servir. Il y a des années que je ne suis pas revenu là. Fortissimo est très ému. L'air sent toujours la feuille tiède des beaux jours et le linge repassé du dimanche. Il s'est arrêté, et voici qu'une fumée sort de la cheminée. C'est une fumée qui monte lentement, d'un bleu luisant avec des ocelles jaunes comme une chevelure. Quelqu'un en a pris possession et fait cuire son repas. Et que vais-je dire si l'on me demande ce que je fais ici? Et Fortissimo s'aperçoit qu'il est parti sans savoir où il voulait aller, ni ce qui l'attirait. Et Fortissimo s'aperçoit aussi pour la première fois qu'il est seul, car son rocher en forme de cœur est resté là-bas, sur la colline dominant le lac. D'habitude, il n'y pensait pas, quand il entaillait les arbres à coups de cognée frappés à l'angle qui blesse. La sueur, suintée alors de tous ses pores, coulait sur son visage et sur ses bras comme l'eau des sources sur un monde, et le cœur de pierre pouvait se reposer. Mais
Aujourd'hui, il lui manquait. Il aurait été heureux de la voir là, près de lui, énorme et jaunie de soleil, pour affronter le regard des habitants de la clairière. Ces solitaires sont sans doute très exigeants quant à la qualité des visiteurs. Il regarde encore la maison. Aucun bruit n'en sort, et la fumée a disparu. J'ai rêvé les yeux ouverts. Fortissimo, intrigué, s'approche de la maisonnette. Il y a une petite porte en épais bois de chêne. Le bûcheron frappe doucement. Personne ne répond. Il frappe plus fort. Personne. Alors il essaie de pousser la porte. Fortissimo entre en serrant les poings. À l'intérieur, aucune silhouette humaine. Le jour passe, coupé en 4 par 2 petites croisées, et s'étale comme des tranches de tarte aux abricots dans la pièce silencieuse. Seul, le feu allumé fait du bruit quand la bûche consumée s'écroule. Tout est bien en ordre sur les chaises et sur la grosse table en bois sombre qui sent la cire et le pollen de sapin. Il y a aussi près du foyer, près des pincettes qui servent à prendre les tisons trop chauds, une paire de petites pantoufles avec des plumes bleues. Elles semblent avoir été perdues. Je n'ai pas rêvé. Après cette fumée sèche et soyeuse comme une chevelure, voici les pantoufles de l'habitant de cette maison. Une fille, sans doute. Fortissimo est de plus en plus ému, loin de son cœur en forme de rocher. Une fille aux joues plus fraîches que les feuilles, avec un tablier de dimanche et des pantoufles à pompons bleus. D'habitude, il n'y pense pas quand il passe dans les villages. Il entre acheter du tabac, du pain, de la viande, et ses préoccupations lui suffisent. Les filles sont des êtres comme tous les autres. Elles tendent un paquet d'une main, prennent l'argent de l'autre, et elles sourient à tout le monde. Mais là, pas de bras tendus, pas de sourire, rien qu'une odeur de drap propre dans une maison vide où entre l'odeur des verdures de l'été. Et ça... S'il lui était arrivé quelque malheur... La figure du bûcheron devient rouge, comme les tisons du foyer. Les mèches de ses cheveux roux sont des flammes. Toute sa tête ressemble à une bûche enflammée. Le bûcheron ressort de la cabane en fronçant la peau du front. Sur le seuil, il voit des traces de grands souliers qui s'enfoncent dans la forêt. Ah, un homme, presque un géant. Très bien. Très bien. Je ne crains pas les géants. Je ne me suis jamais senti aussi fort. Le bûcheron marche longtemps, s'écorchant dans les fourrés de ronces qui deviennent de plus en plus épais, tandis que les arbres deviennent de plus en plus grands. Une haute mousse aux poils dorés tapisse le sol. De temps en temps, un pivert frappe une écorce pour en faire sortir les larves qu'il gobe goulûment. De temps en temps, un renard passe furtif entre 2 troncs. Fortissimo suit toujours les pas. Les troncs deviennent plus gros encore et s'écartent brusquement. Et Fortissimo se retrouve dans la clairière d'où il est parti. Il a tourné en rond dans les bois. Il chasse les mouches qui deviennent méchantes parce qu'un orage approche. La porte de la cabane bat dans le vent qui vient de se lever. Il n'y a plus de fumée sortant de la cheminée. Mais en passant devant une des fenêtres, le bûcheron aperçoit un pot de faïence laqué en verre qu'il n'a pas remarqué la première fois. Dans ce pot pousse une pensée aux pétales d'un bleu sombre. Fortissimo s'arrête pour la regarder, et la pensée lui paraît ressembler à ces reflets de lune qui vous regardent au fond des puits profonds. La fleur paraît se plaindre, et de nouveau, Fortissimo s'attendrit en pensant à la malheureuse fille habitante de la cabane. Il entre par la porte ouverte. Des traces de grands pas boueux tachent le plancher propre. Il vient certainement d'y avoir une lutte. On a arraché les plumes des pantoufles pour les lancer dans le foyer. Là, arraché aussi, une boucle de cheveux blonds. Alors le cœur du bûcheron se met à battre comme une batte de grosse caisse enragée, si fort que ses oreilles bourdonnent. Sa voix paraît couverte par le bruit de sa poitrine. Cette fois, j'attraperai le géant.
Mon poing lui écrasera la figure et je tordrai les pattes qui ont arraché les cheveux blancs. L'orage qui est dans l'air sera moins fort que moi. Fortissimo repart à toute allure dans les bois, suivant les traces fraîches des grands pieds qui ont pris une autre direction. Il va vite, mais le ravisseur doit aller plus vite que lui, car il n'arrive pas à le rattraper. Et le soir tombe. Des rayons d'air percent la forêt de tous les côtés. Il fait plus sombre. L'orage est là, se dit Fortissimo, en voyant de gros nuages noirs envahir les coins de ciel laissés libres par les arbres. Fortissimo va abandonner la poursuite lorsqu'un éclair lui montre qu'il est de nouveau revenu à la clairière. Le géant au grand pied veut jouer à cache-cache. On verra bien qu'il finira par être attrapé. Fortissimo avance à grands pas. Près de la cabane, il regarde avec émotion les premières gouttes de pluie couler le long de la petite fenêtre comme des larmes. Pauvre petite. Elle doit pleurer ainsi entre les pattes certainement velues de cet horrible géant. Le bûcheron entre juste au moment où la pluie se met à tomber à plein seau. Dans la pièce, tout est calme. Fortissimo avance prudemment dans le noir. Des éclairs font éclater l'obscurité brune, où les meubles apparaissent en silhouette noire, fugitive. Derrière lui, la porte grince. Il se retourne. La porte se ferme bruyamment. Fortissimo se précipite vers elle et l'ouvre. Il n'y a personne. Ce n'est que le vent. Il pousse la porte. Dehors, la pluie continue à tomber, pendant que les sapins de la forêt se balancent en craquant. Puis un immense éclair envahit tout le ciel. La porte claque de nouveau en se fermant, et c'est la nuit, pendant que le tonnerre continue à rouler sans discontinuer. Alors, Fortissimo entend une voix fraîche comme un bruit d'eau qui saute de pierre en pierre, douce comme une haleine sur du pollen de noisetier. Au secours! J'ai peur! Le géant. Fortissimo ne voit rien. Il n'y a même pas un tison encore allumé dans le foyer. Tant pis. Fortissimo se battra quand même. Pour cette fumée bleue, qui a des yeux profonds comme la pensée et qui pleure en ce moment, comme la pluie, le long d'un carreau. C'est le début d'une bataille formidable dans les ténèbres. Fortissimo donne des coups de poing à tort et à travers, et toujours sa grande main ne rencontre que le vide. Et pendant ce temps, le géant au grand pied lui marche sur les orteils en ricanant. La bataille dura longtemps. Fortissimo s'épuisait sans avoir réussi à donner un seul coup de poing au géant qui lui écrasait les doigts de pied. Alors il reçut, lui, l'homme le plus fort du monde, le plus formidable coup de poing qu'on put recevoir, et il tomba à terre, évanoui. Quand le bûcheron se réveilla, tout était silencieux autour de lui, à part le bruit d'une pluie qui devait tomber depuis un long moment, car des gouttes d'eau pendaient à toutes les brindilles. Fortissimo eut du mal à ouvrir les yeux, celui de droite surtout. Il était douloureux et presque entièrement caché par l'enflure de l'arcade sourcilière. Devant lui, la clairière avec la hutte qu'il avait autrefois construite, délabrée. Le toit fait de fougères était crevé.
un sapin était tombé dessus, celui qui avait blessé le bûcheron. Pas de fumée. Personne. Mais ce bruit d'eau que j'ai dû prendre pour une voix, et cette odeur de robe mouillée qui est celle de la mousse. Antoine Coquelet se releva péniblement. Ses vêtements étaient couverts de boue et trempés. Puis, il regagna sa colline, où l'eau d'orage dévalait encore dans les sillons qu'elle avait creusés. Là-haut, le chalet était là, mais... Le rocher. Mon rocher en forme de cœur. Un pan de la plateforme s'était effondré sous la pluie torrentielle, entraînant le rocher qui, après avoir fracassé les premiers sapins de la pente, avait été se perdre on ne savait pas où, peut-être dans le lac. Fortissimo s'assit sur la pile de rondins qui se trouvait toujours devant le chalet. Quelques feuilles vertes arrachées par les rafales étaient tapies entre ses pieds. Il soupira, mais son soupir ne souleva même pas le bord d'une feuille. Fortissimo se releva péniblement. Il était là, son œil blessé le faisait souffrir. Pourtant, après avoir pris un costume sec dans l'armoire de son chalet, il se dirigea vers le village voisin pour faire ses provisions habituelles. Sur la place du village, on parlait de l'orage qui avait fait tomber le rocher en forme de cœur de Fortissimo. On en était à la fois attristé et soulagé. Bien entendu, on l'admirait dans le soleil couchant, mais il était trop grand quand on faisait la comparaison avec un cœur d'homme. Fortissimo avançait, courbé, il avait mal partout. Et quand il arriva, chacun se tut. Seule une fille qui ne paraissait pas habiter la région, une espèce de gitane, se mit à rire en le voyant. C'est vous qui poussiez ces cris dans la cabane de la forêt pendant l'orage? Vous m'avez fait peur quand je vous ai vu approcher. Ah, c'était toi? Et le géant? Quel géant? D'un mouvement de tête, Fortissimo désigna ses pieds, mais ne parla pas davantage. Les souliers de la jeune bohémienne étaient énormes, sans proportion avec sa taille et ses traits délicats. Tu regardes mes souliers? Tu sais, quand on n'est pas riche, on prend ce qu'on trouve. La fille à la jolie voix sortit des énormes godasses, 2 pieds aux chevilles plus fines que 2 petites poires épluchées. Voici le géant. Tout le monde se mit à rire. Fortissimo, en colère, voulut prendre une bûche pour s'en faire une arme, mais il n'arriva même pas à la soulever. Les vieilles qui autrefois prenaient sa défense cognèrent leur menton contre leur canne et dirent « C'est fini. Il a perdu sa force avec son cœur. Il faut bien que chacun vieillisse. » Les villageois reprirent leurs occupations et Antoine Coquelet resta seul sur la place avec la jeune gitane. Je connais des herbes qui guérissent. Veux-tu que je soigne ton œil? Je le veux bien. Mais viens dans mon chalet, à moins que tu ne sois obligé de rejoindre ta famille. Moi, je n'ai pas de famille. Je vivais dans ta hutte depuis quelques jours quand tu es venu. Et voilà. Un jour, on afficha aux portes de la mairie le mariage d'Antoine Coquelet et de la petite gitane. Le bûcheron reprit ses coupes de bois, et un jour d'été, alors que de nouveau, ému par l'air qui sentait les feuilles vertes et la jupe tiède repassée, il s'était enfoncé dans la forêt, il trouva parmi les herbes hautes d'une clairière un rocher que dorait le soleil à son déclin. Il le reconnut. C'était son rocher en forme de cœur qui paraissait heureux. Antoine le regarda, sourit et plaça sa cognée sur son épaule. Il rentra chez lui, car il était fatigué. Vous venez d'entendre « Fermez vos cahiers » avec le concours de Jean Desgrony, Hubert Bution, Suzanne Michel, Catherine Georges, Robert Maufra.
Chef opérateur du son, Robert Bernangot. Collaboration technique, Gérard Bizet. Assistant, Daniel Long. Réalisation, José Pivin.